Merci. Moi, j'ai juste une autre question. Je voudrais profiter notamment de votre expérience aux affaires européennes. On a souvent, comme sur d'autres sujets, sur ce débat, une approche très insulaire. Or, les questions que nous nous posons sur l'encadrement, sur l'équilibre à trouver entre les VTC, les taxis, entre l'innovation et la protection sociale, sont évidemment des questions qui ont été posées dans toutes les grandes économies, hein, qui ont vu arriver ces nouveaux phénomènes. D'ailleurs, vous avez souligné à juste titre que toujours aujourd'hui, il y a à Paris une demande, une offre par habitant de VTC ou de taxi qui reste inférieure quand même aux villes, grandes villes touristiques comparables. C'était naturellement le cas aussi, bien sûr, avant l'arrivée des VTC, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y a pas eu, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, d'effet d'éviction, de remplacement, mais au contraire un marché aujourd'hui qui a une offre plus importante, y compris au niveau des taxis, qui sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez juste nous esquisser la façon dont la France se compare par rapport à ses principaux partenaires européens et la façon d'ailleurs dont ça se transpose dans le débat actuel sur la directive, sur cette question de l'encadrement, de la régulation des VTC, des relations entre ces deux secteurs et voir d'ailleurs s'il y a des exemples ou contre-exemples que nous pourrions suivre sur ces dispositifs. Merci. Alors, à ma connaissance, les éléments de comparaison sont encore un peu fragiles, à la fois parce que la tendance est récente et parce que les périmètres ou les régulations ne sont pas exactement les mêmes d'un pays à l'autre ou d'une grande capitale à l'autre. Ce qu'on constate, c'est que dans toutes les grandes capitales, ce qu'on appelle chez nous les VTC, se sont développés depuis le milieu des années 2000 parce que, au départ, la technologie des applications et donc les plateformes de mise en relation, dans d'autres domaines aussi, se sont développées. Et donc on constate cette tendance dans toutes les grandes capitales européennes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais qu'il y a encore quelques mois, une grande plateforme de chauffeurs bien connue indiquait que la France, et Paris en particulier, était son deuxième marché urbain mondial et le premier hors des États-Unis, ce qui en tout cas signifie, je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure où nous parlons, mais ce qui en tout cas signifie qu'il y avait sans doute une place à prendre pour compléter une offre de transport. Et je le redis, quand je regarde les chiffres parisiens et je n'ai pas connaissance de contre-exemples européens ou d'exemples différents au niveau européen, c'est qu'il n'y a pas eu de baisse, au contraire, du nombre de licences de taxi et que on a encore sans doute de la place pour offrir plus de transports dits T3P dans les années qui viennent en France sur les deux volets, à la fois les VTC et les taxis. Et tous les pays européens ont cherché progressivement une régulation. Elle s'est faite par deux types d'actions, soit par des règles, lois ou règlements, soit par des décisions de justice, notamment sur le volet social que vous avez évoqué. C'est des décisions de justice, je prends l'Europe au sens large, hors de l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Espagne, qui ont parfois abouti à reconnaître des cas de salariat, qui n'ont pas forcément eu un effet généralisateur, c'est-à-dire ça n'a pas abouti à ce que le salariat soit toujours la règle. Et peu de pays, pour l'avoir vécu directement, avaient porté l'idée d'une régulation européenne. Et même, je le dis sans arrogance française, mais avec une conviction, et c'était la réalité, ce sont des élus français, y compris d'ailleurs au Parlement européen, mais le gouvernement français au Conseil, qui a porté l'idée, encore une fois, qu'il y ait justement, pour éviter un morcellement, pour éviter des directions différentes, pour éviter des cadres plus ou moins protecteurs d'un pays à l'autre et des comparaisons qui ne sont jamais bonnes, qu'on ait ce cadre commun européen. Ensuite, on peut discuter de savoir s'il faut une présomption générale de salariat, s'il faut une présomption de salariat avec des critères, comme c'est ce qui semble s'esquisser au Conseil, s'il faut un cadre de régulation ad hoc, comme nous l'avons commencé au niveau national. À ma connaissance, le modèle que nous avons développé sur les relations sociales, je le disais, par étapes, loi de 2016, ordonnance de 2021, création de l'ARPE, création d'un cadre de dialogue social et de représentativité, est unique. Et je pense qu'il doit être préservé ou renforcé.